Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Deux salles, deux ambiances. Je suis Inès. Et je suis Gabrielle. Et aujourd'hui, on va vous parler de Truth or Dare, autrement appelé Action ou Vérité, un film de 2018. Cet épisode ne contient aucun spoiler. La version avec spoiler est aussi disponible. Pour ce qui est spoiler, on s'est basé sur le trailer. On ne figure comme information que ce qui est visible dans le trailer. Ok, on y va ? C'est parti. Ok, alors Truth or Dare c'est quoi ? C'est un film d'horreur type slasher, un peu à la Scream, sorti en 2018 par les studios Blumhouse. Il est réalisé par Jeff Wadlow qui a réalisé notamment Kick-Ass 2. Et dans ce film, on retrouve Lucy Hale, Tyler Posey et Violette Bean en rôles principaux. Ça parle d'un groupe de potes qui partent en vacances au Mexique. Leur dernière soirée, ils rencontrent un type qu'ils amènent dans une vieille église en ruine et qui leur propose une partie d'action ou vérité. Après avoir lancé le jeu, ils s'enfuient. Et une fois revenus de leurs vacances, le groupe de potes se rend vite compte que le jeu ne peut pas s'arrêter et qu'en refusant de jouer, ils sont tués par une entité mystérieuse. Pour vous donner une idée plus précise de l'histoire, on fait un petit récap ensemble, toujours avec uniquement les informations du trailer. Attention, trigger warning pour gore, violence graphique, suicide, mention de violence sexuelle, alcool, ivresse, tabac, feu, pistolet, violence policière, sexe et nudité. Quand vous regarderez la première scène du film, sachez que Jason Blum a signé pour être producteur sur ce film, basé seulement sur cette première scène et le titre du film. Est-ce que toi t'aurais accepté ou pas ? Non, pas juste sur ça quoi. Moi je pense que oui, parce que cette scène, elle détonne quand même du reste du film, elle a un ton particulier, une atmosphère particulière aussi, qui fait vraiment très film d'horreur, et qui pose quand même une base angoissante. C'est assez prometteur en fait quand tu vois juste cette scène. Mais du coup, c'est un film où on retrouve en personnage principal Olivia, jouée par Lucy Hale, qui est une étudiante qui fait toujours passer les besoins des autres avant les siens. Elle a une meilleure amie, Marky, qui est jouée par Violette Bean, qui la convainc de passer son été avec elle au Mexique et leurs autres amis. Elle part en voiture avec ses amis Marky, Lucas, le copain de Marky, qui est joué par Tyler Posey, Brad, Penelope et Tyson. Le groupe croise la route de Carter, qui leur propose de jouer à Action Vérité dans une église. Moi, personnellement, à sa place, j'aurais proposé un piccolo. Ok. Alors du coup, pendant la partie, leur ami Tyson révèle qu'Olivia a un crush sur Lucas, du coup le petit ami de sa meilleure amie. Enfin, elle dit non, hein, mais c'est vraiment très gênant. Il force de ouf déjà, mais c'est très gênant. La scène aussi est dans le trailer. Hein, donc. C'est la première scène du trailer. Ouais, c'est la première scène du trailer. Déjà, commencer avec ça, c'est fort. Hein. Je vais pas juger le trailer, hein, mais... Si, on peut juger le trailer. Okay, bah, voilà. Qui est très mal monté. Qui est très mal monté, ouais. Mais du coup, voilà, hein, gênant. C'est la vraie horreur de ce film. Ça tourne encore plus mal parce que Carter admet, quand c'est à son tour d'avoir vérité, il admet qu'il les a piégés en leur faisant jouer une version surnaturelle du jeu et les avertit qu'ils doivent faire tout ce que le jeu leur demande, sinon ils sont tués. Super. C'est agréable et puis il est genre tranquille là dans un coin et puis... Attention, vous allez mourir. Et puis c'est tout. Bisous. Ils retournent à l'école, les autres. Hein. Des hallucinations demandent à Olivia de choisir entre la vérité et l'action. Elle va à la BU, elle se fait attaquer par le jeu. Qui est une des scènes les plus cringe de tout le film. Vraiment. Hein. Une autre scène que vous pouvez voir dans le trailer. Elle choisit vérité et du coup elle l'avoue en criant que Marky trompe Lucas régulièrement. Sans savoir que les deux sont dans la pièce. C'est ça qui donne le truc tout gênant. Mais en plus du coup la meilleure amie là, elle lui en veut, à mort. Alors que c'est elle qui trompe son mec. Pas une seule fois en plus, hein, elle le trompe tout le temps, donc voilà, je sais pas pourquoi elle peut en vouloir autant, sachant qu'en plus elle les avait pas vus. Hein. Après on retrouve Ronnie qui est dans un bar et mis au défi du coup de montrer son business, je le cite hein, directement, à tout le monde, mais comme il se fait humilier par ses anciennes conquêtes, finalement il refuse, et comme il veut pas faire son action, il se fait posséder par le jeu, il meurt en se cassant le cou. C'est une scène très graphique. Dans les autres choses qui arrivent, on a le jeu qui force Marky à briser la main d'Olivia. Ensuite, ils vont tous à l'hôpital. À l'hôpital, Brad se fait attaquer par un papy mort. Ça m'a donné une crise cardiaque, personnellement, comme trailer, mais voilà. On voit aussi que Tyson s'enfonce un stylo dans l'œil et meurt. Là aussi... C'est vraiment dégueulasse. Non mais vraiment, genre, c'est... En fait, on a les 3 pires scènes du film dans le trailer. C'est ça. La scène du billard, la scène de la bibliothèque et la scène du stylo. C'est ça. Et c'est vraiment... Enfin, c'est dégueulasse. Et pour le reste, il faudra voir le film. Quand t'entends le synopsis, tu dis pourquoi pas. Bon, voilà, c'est un scénario plutôt classique. C'est des potes, un démon, des morts atroces. Enfin, rien de spécial, quoi. Mais ça va.
Et surtout quand on a des têtes d'affiches reconnaissables, qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont largement suivies depuis leur projet chez Disney ou chez Warner. Et pourtant, dire que ce film a déçu est un euphémisme. C'était quoi les notes déjà ? On a 2,3 sur 5 pour Allociné et 5,2 sur 10 pour IMDb. Ah ouais, ça vole haut, quoi. Et c'est pas parce que le film a pas su trouver son public, hein. Parce que après son week-end d'ouverture, il est 3e au box-office américain. Donc en gros, beaucoup de gens étaient intrigués, personne n'était convaincu. Titre personnel, je vais pas dire que j'ai particulièrement aimé, je pense que c'est un film qui est passable. Il est largement regardable, hein, c'est pas non plus... voilà. Mais je pense que je fais partie des rares personnes qui l'ont vu plus d'une fois. Ouais, perso, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti, pour un projet de cours. Faut pas se demander quel projet je fais en cours, hein, mais voilà. J'étais avec une pote. On n'a pas beaucoup aimé, mais maintenant je l'ai vu 2 fois et je peux honnêtement dire que j'ai pas beaucoup aimé non plus. Mais du coup, c'est un film produit par Blumhouse, qui est un des plus grands studios d'horreur indé. Le studio existe depuis 2000 et a été créé par Jason Blum. Ils ont un modèle généralement récurrent pour tous leurs films d'horreur. C'est un petit budget, une liberté créative pour le réalisateur, et généralement une bonne rentabilité grâce à ce petit budget. Ce modèle a été commencé et popularisé avec leur film Paranormal Activity en 2007, qui avait un budget de 15 000 $ et a fait 193 millions de dollars au box-office derrière. Qui est énorme. C'est vraiment énorme. Enfin, vraiment énorme. Bah on a vu, c'est plus de 12 000 fois ouais, leur budget, ouais. C'est... Wouh. Je comprends pourquoi il a fait OK, je pense que c'est pour moi. C'est ça, c'est le loto en fait. Mais du coup, Action Vérité suit ce modèle aussi, avec un budget de 3,5 millions de dollars pour 95 millions au box-office. Du coup, Blumhouse a aussi produit des films plus réputés, comme Whiplash, Get Out et Black Klansman, qui ont tous les 3 été nommés aux Oscars. Il a un peu étendu son répertoire. Action Vérité, c'est pas un film qui est spécialement intelligent. Mais on peut quand même relever plusieurs clés d'analyse qui témoignent d'une certaine vision de l'horreur dans une certaine époque. Pour cela, on va vous proposer de discuter dans ce podcast tout d'abord de l'esthétique du film, comme un symbole de la génération connectée, Facebook, YouTube, Snapchat. Puis d'aborder la notion de choix dans le film, et plus particulièrement le fantôme de la tragédie grecque, assassiné par le péché de la paresse scénaristique. C'est tout. Ok. Bah, c'est tout un programme ça, mais voilà, sans perdre plus de temps, plongeons dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, l'esthétique du film, et on commence par une technologie qui est omniprésente. Déjà, le personnage principal, c'est une influenceuse, une youtubeuse, c'est un peu compliqué. Ouais, je comprends pas exactement ce qu'elle fait en fait, parce que genre, elle est dans la charité, mais du coup elle dit qu'elle fait YouTube pour Habitat for Humanity. Je comprends pas en quoi c'est pour Habitat pour Humanité en fait, ces vidéos YouTube. Je pense que c'est une influenceuse qui est lifestyle, qui fait des vidéos sur sa vie, qui parle de sa charité. Peut-être que elle a commencé ça au lycée, tu sais, pour rentrer dans une université, ouais. etc. Et peut-être elle fait de la promo pour Habitat pour Humanité. C'est quand même un peu bizarre. Mais tu sais, okay. C'est un peu les gens qui partent en Afrique, filmer les Africains, les petits enfants. En fait, ce que j'apprends, c'est que t'es en train de me dire que c'est un comportement de femme blanche, quoi. Ok. T'as vu sa tête Ok, non, je comprends. On a beaucoup de live YouTube qui sont hyper représentés, qui sont... Voilà, enfin... Je crois que c'est même comme ça que son personnage est introduit dans le film. Oui. Voilà. Bah, on la voit à travers une caméra. Voilà, pour la première fois dans le film, donc c'est vraiment... c'est comme ça qu'elle est présentée comme une influenceuse. Mais oui, du coup, c'est quand même très 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 actuel. Mm-hmm. Et la communication, elle est partout. Il n'y a jamais de manque de communication. Alors que dans les films d'horreur aussi, un des trucs qui sert à créer l'ambiance, c'est le téléphone qui... Et les bons pas, ou même, il n'y a pas de téléphone, ils n'ont pas de réseau, doivent envoyer des lettres, ou je sais pas, tu vois, des trucs comme ça. Alors que là, c'est immédiat. Ils reçoivent toujours tous les appels. On n'est jamais bloqué par un truc qui casserait le réalisme. Ouais, mais du coup, parfois, ils répondent pas au téléphone, quand même, genre aux appels, aux SMS, tout ça. Mais c'est justifié dans le film. C'est ça, et ça c'est aussi une des choses dans la vie moderne, quoi. C'est ça. Enfin, en fait, il y a pas de problème de cohérence. On y croit à ce qu'on voit, et il y a un sentiment, je pense, dans le film, d'être très, très abordable, qui nous touche, en fait, directement. C'est des jeunes qui parlent de trucs de jeunes, qui utilisent des mots de jeunes. C'est jamais... Il y a vraiment de décalage là-dessus. Ouais. Bon, hashtag trop bien. Hashtag trop bien. Hashtag so excited. Ouais, moi j'ai pas beaucoup de souvenirs de 2018, mais ça va, on me disait encore les hashtags à l'époque. Pour moi, hashtag c'est 2014. Ça, mais... c'est un peu plus ça, je pense, ouais.
Bon, il était un peu en retard, mais c'est pas sa faute, le scénariste, c'est ça, mais même 2018, Snapchat, c'était plus trop ça. C'était plus trop ça non plus, donc je pense que du coup, ça devait être un petit placement de produit. Tout s'explique là. C'est quand même un film qui reste quand même de son époque, même s'il y a un peu de retard. Mais le problème, c'est que du coup, c'est daté. En fait, même aujourd'hui, déjà, c'est plus l'époque. Personne n'utilise Facebook. Snapchat, j'ai un Snapchat, mais je t'envoie un snap 2 fois par an, non? C'est à peu près ça, ouais. Ouais. Et puis il y a quoi d'autre? YouTube. Moi, je suis jamais tombée dans la soupe YouTube. Enfin, moi, ça dépend, mais genre, encore une fois, je pense que c'est la représentation d'un certain type de personnalité qui correspond pas trop. Les influenceurs YouTube, c'est plus trop l'époque non plus, quoi. Ouais. Mais si on devait le refaire aujourd'hui, ça serait TikTok et Instagram. C'est ça serait des lives Insta ou des lives Twitch, tiens, elle aurait pu faire ça. Super. Mais déjà rien qu'en 2018, je pense que ça aurait été Insta. Je pense que Insta, c'est le plus intemporel de tous. Ouais, je pense. Parce que comme ils prennent un peu les idées de tout le monde, ils se réinventent constamment et donc ils arrivent à garder les trucs. C'est vrai. Mais du coup, je pense que ça prouve un truc aussi, enfin, je le dis souvent, mais c'est que, genre, pour moi, les films d'horreur, c'est vraiment le genre cinématographique le plus parallèle à l'époque à laquelle le film est écrit. Parce que c'est vraiment, enfin, c'est toujours très représentatif des craintes, des moments de pop culture, tout ça. Enfin, c'est pas du tout intemporel. C'est tellement dans son temps. Et c'est vraiment l'empreinte de son époque à chaque fois. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, même quand dans des mauvais films. Enfin là, c'est pas le meilleur film, quoi. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir à quel point ça marque l'époque. Ça témoigne aussi de la peur, je pense en 2018, des challenges sur les réseaux sociaux qui commençaient à faire des morts aux États-Unis sur les jeunes, etc. Où il y avait, en fait, c'est un peu un action-vérité aussi, tu vois. Ouais. Ça s'appelait Momo, je crois, des trucs comme ça à l'époque, la baleine bleue, non, un truc comme ça. Je sais pas, je veux pas savoir. Mais du coup, c'était des trucs où on te demandait de faire des actions et puis c'était de plus en plus dangereux. Et donc ça reflète aussi cette peur-là. Ouais, je pense que c'est vrai. Surtout qu'à un moment dans le film, Olivia, je crois, elle dit aux autres que ce qu'ils voient, genre donc leurs hallucinations quand ils ont l'action vérité, est pas réelle, mais les conséquences sont réelles. Mais oui, du coup, je pense qu'il y avait un peu cette peur que les réseaux sociaux allaient les influencer à ce point, parce que du coup, il y avait toutes ces choses qu'on voyait sur Internet qui n'étaient pas forcément réelles, parce qu'on peut pas prouver que ce qu'on voit est réel. Hein. Ça peut être des trucages. Enfin, je veux dire, c'est pas réel dans le sens matériel aussi. Oui, c'est ça, c'est pas quelque chose qui nous affecte directement en soi, généralement. S'il y a un type qui t'envoie un message sur WhatsApp en disant va faire un salto arrière sur le bord de ta piscine, bah tu peux le bloquer, quoi. Mais du coup, si tu le fais, la conséquence est réelle, un peu comme ce qu'elle dit. Et du coup, là, c'est peut-être le côté challenge des réseaux sociaux était genre une grande peur, parce que c'était souvent genre des jeunes qui faisaient ça parce que c'était le truc populaire sur YouTube. Et c'est des parents qui comprennent pas. Voilà. Et du coup aussi, il faut penser au fait que le réalisateur, c'est pas quelqu'un qui a 20 ans, c'est quelqu'un, je sais pas quel âge il avait, c'est quelqu'un qui vient d'une autre génération, il est né dans les années 70, c'est pas un jeune, et du coup, pour lui, il a une certaine vision, même s'il a pas des enfants forcément de cet âge-là, parce qu'ils sont 20 ans, quoi. Il a 47 ans aujourd'hui. Voilà, et du coup il est né dans les 70, oui. 76. Bravo. Là, je pense qu'il y a vraiment là une volonté de montrer, de prendre un concept de la culture actuelle et puis de l'étaler, enfin genre de l'étirer pour en faire un concept d'horreur qui va faire peur. Le modèle Blumhouse, hein. Mais on le retrouve avec Unfriended aussi, ouais. Avec sur Skype, et c'est un peu la même époque, c'est 2016. Mais 2016-2018, c'est un peu la même ère d'internet. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, comme Blumhouse, ils font souvent des films un peu à concept, parce qu'il y a la liberté créative, tout ça, ben, je pense que c'est un truc qui revient pas mal, parce que c'est genre quelqu'un qui va être inspiré, et du coup, je sais pas, en faisant ses courses, en étant sur son téléphone, qui va faire « Ah tiens, ça serait une bonne idée de film ». Voilà, parce que le réalisateur qui a fait le film, il a dit qu'il faisait ces genres de dessins quand il était petit, mais qu'après, en voyant les filtres Snap revenir, qu'il recréait un peu ce sourire-là. Parce que c'est les filtres Snap, du coup, qui sont un peu genre représentés dans le film, même si du coup, c'est pas censé être des filtres Snap, mais ils font genre vraiment la même chose. C'est-à-dire, ils déforment le visage. Ils déforment le visage. C'était un peu la principale critique du film, des spectateurs, parce que c'est un peu ridicule, quoi. Et ça fait cheap, en fait. Ouais, ça fait vraiment cheap, parce que genre, si tu peux le retrouver sur ton téléphone, c'est pas ce que t'attends forcément d'un grand film d'horreur. Mais le film s'en cache pas. Ils le disent même. À un moment donné, Olivia le dit, on dirait un filtre Snap. La tête déformée comme un filtre Snap. Donc vraiment, ils en sont fiers. Ouais, mais ils sont très heureux de ce qu'ils ont fait. Et c'est un principe que moi je défends, c'est le fait que c'est pas parce que tu fais une blague dessus que tu le fais pas, quoi. Donc malheureusement, c'est pas parce qu'ils font on dirait un filtre Snap qu'ils font pas un filtre Snap, quoi. Ce filtre Snap, du coup, ce qui déforme le visage, ça leur fait un énorme sourire. Et c'est un peu une parodie du cliché de sourire dans les films d'horreur, toujours le sourire un peu angoissant, avec souvent un regard peu vitreux ou juste en fait vide, et t'as juste quelqu'un qui sourit, une musique un peu angoissante, alors qu'il devrait pas sourire parce qu'il y a un truc horrible à l'écran, ça crée un décalage et ça crée de l'angoisse. Et c'est juste qu'en fait là, ça aurait pu partir complètement dans la parodie
et devenir un film un peu drôle en fait. Ça existe une horreur comédie, non? Ouais, oui. Et en fait, ils y vont pas. Ils vont pas parce qu'ils se prennent trop au sérieux. Ouais, mais en fait, je pense que c'est. Sans se prendre au sérieux. C'est même pas ça déjà de base. Enfin, genre, si vous voulez s'inspirer du filtre Snap, le filtre Snap il fait pas peur de base, et du coup, genre, c'est très bizarre de faire, ouais, on va faire un film avec l'inspiration filtre Snap quand c'est un filtre Snap archi goofy. Genre, c'est censé être rigolo, quoi. Genre, c'est un peu drôle de voir ça. Du coup, le décalage là, il aurait pu être pris justement, du coup, comme tu dis, pour faire la parodie. Mais c'est pas ce qu'ils font parce qu'ils prennent tout vraiment juste au premier degré et c'est tout. Et ça marche pas, mais au final, le modèle Blumhouse, on s'en fiche un peu si ça marche ou pas. Genre, c'est pas grave si c'est nul. Parce que quoi qu'il arrive, ça ferait des entrées. Mais c'est ça, et comme tu commences avec un petit budget, c'est pas grave si les gens ils y reviennent pas 15 fois, t'as fait une entrée, ça va faire quelque chose. C'est ça, et puis regarde nous, hein. Moi j'ai vu le film 3 fois. Hein. Enfin, pas au cinéma, pas au cinéma, mais... Moi je l'ai vu au cinéma du coup, donc bravo, j'ai participé aux 95 millions au box-office. T'as donné tes 5 euros. Et j'ai donné mes 5 euros. Enfin, c'est vrai que c'est un peu dans le modèle Blumhouse, c'est pas grave si c'est pas le film de l'année, tant que c'est un film que tu peux voir, quoi. Et puis aussi le filtre Snap, moi je trouve qu'il rend la réalisation d'un film plus accessible. Parce que tu reconnais quelque chose à l'écran, tu le reconnais dans ton petit écran à toi, et tu te dis, bah, si... peut-être pas, c'est pas un gros studio, mais en tous les cas, il y a plein de noms qui sont connus de ce studio-là. Donc c'est un studio quand même, moi je dirais de taille moyenne. Enfin, je veux dire, je pourrais pas appeler Blumhouse un petit studio indé. Non. Pas après Get Out, pas après... C'est une machine un peu, ouais. C'est ça. Tu te dis, bah si eux ils le font, pourquoi pas moi? Et il y a vraiment, je pense, cette idée. Et en fait, tout le film aussi, c'est vraiment... ils utilisent des snaps, etc. Donc tu te dis, bah pourquoi pas moi? Je pense qu'il y a un peu une espèce de démocratisation du film d'horreur, ou en tout cas genre du film, dans ce film-là, parce que ça présente voilà, des éléments qu'on connaît. Genre du coup, toute la technologie, c'est quelque chose d'accessible, donc tout ce qui est YouTube... Mais est-ce que aussi le genre aussi. d'horreur, c'est pas aussi le genre de film qui se prête le plus à l'amateurisme? Je pense, ouais, c'est souvent genre le type de film que les gens ils font avec leurs potes l'été, quoi. Ils font, on va faire un petit film d'horreur. Et je pense que c'est un peu ça, c'est un peu genre ce qui est encouragé par le modèle Blumhouse, parce que c'est des petits budgets. Il prend des passion projects, entre guillemets. Et du coup, c'est un parfois des petits noms aussi. Voilà, il fait confiance. Il fait pas que des grands noms. Il a quand même lancé, enfin il a aidé à lancer, on va plutôt dire, la carrière d'horreur de Jordan Peele, hein, parce que il a produit Get Out, alors que Jordan Peele c'était un comique. C'était pas un réalisateur de films d'horreur, mais il a participé à ça, donc c'est voilà, donc il y a quand même quelque chose d'un peu motivant dans ce qu'il fait dans ça, alors que bon, on peut juger beaucoup sur la qualité des films qui sortent de Blumhouse, mais on peut pas dire que au moins il essaye pas, quoi. Ouais. Mais après aussi, à côté de la démocratisation, on pourrait se demander s'il n'y a pas une vulgarisation aussi. Est-ce qu'il n'enseigne pas le film d'horreur à travers ses films? Mais peut-être pas, parce que les films sont quand même assez courts. Je pense qu'il manquerait 20 minutes. Ouais, je pense qu'il manquerait d'avoir un peu plus un peu plus poussé pour qu'il y ait vraiment une limite de vulgarisation qui soit dépassée. Genre, c'est tellement juste, enfin c'est ce que c'est. De ce point de vue-là, du coup, il n'y a pas de vulgarisation parce que ça s'arrête à ce que c'est, hein. C'est quand même un peu ce qu'on disait avant sur la parodie, quoi. Tout ça, voilà. C'est toujours au premier degré par rapport à ça. C'est quelqu'un qui veut faire un film d'horreur parce qu'il veut faire un film d'horreur. Et il n'y a pas d'intention genre de détournement ou tout ça derrière. Et c'est pour ça aussi que beaucoup des problèmes dont on va parler après du film, ils sont pas intentionnels. Il n'y a pas assez de réflexion derrière le film pour que ça soit un film qui soit vraiment mauvais dans le sens problématique. Je pense aussi, c'est juste que ça rentre dans la même lignée que plein d'autres films et que ces autres films ont déjà des problèmes. C'est ça, donc c'était le petit point technique sur l'esthétique et on passe sur la notion de choix. Ça te va? Ça me va. Du coup, pour parler de la notion de choix, d'abord on va parler de la notion du jeu, enfin la place du jeu dans le film. Parce que tout le film se base du coup sur le jeu action-vérité, et du coup ce jeu est basé sur le choix, donc action ou vérité. Mais c'est du coup intéressant parce que comme on disait tout à l'heure, c'est action-vérité, tout le monde connaît. Oui. Et du coup c'est très accessible, enfin on n'a pas besoin de t'expliquer le contexte, les règles, tout ça, théoriquement. Bah c'est un peu comme Squid Game. Enfin, du coup, nous... 1, 2, 3 soleils. C'est ça. Ouais. Et même tous les jeux dans Squid Game, c'est des jeux qui... Bah, du coup, nous, ça nous touche pas parce que c'est pas notre culture, mais qui sont reconnaissables, en fait, en Corée. Donc là aussi, action ou vérité, il y aurait quoi d'autre? Oui, le jeu du chat. Le jeu du chat, ouais. À quoi on joue quand on est petit? Chou-fleur. C'est... on marche. Chou-fleur, chou-fleur. Non, moi, j'ai et pas le joué à dernier ça. qui touche le pied de l'autre. Mais tu sais, il y a 2 personnes en ligne, et t'avances un pied devant l'autre, et ça fait chou,
pleure. Ok, je sais pas dans quel genre d'école t'es allée, mais moi, chez moi, on jouait pas à ça. Hein. D'accord. Il y a quoi? On jouait au chat perché, tout ça. La balle au prisonnier. Oui, et puis dans la forêt, le chasseur et le cerf. Ouais, c'est ça. Ouais. Oyez, 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 non? Oui. C'est ça, ouais. Au cerf. Fuyez. Mais ouais, du coup, c'est plein de jeux qu'on connaît. Je pense qu'il pourrait y avoir un film d'horreur Blumhouse, le cerf et le chasseur. Moi, je pense que ça existe. Et du coup, en plus, donc c'est le démon qui pose les questions et qui donne les actions, alors que, généralement, quand tu joues à Action Vérité, tu joues avec tes potes qui choisissent. Après, moi, je pense que ça aurait pu être drôle d'avoir cette version-là, où c'est juste genre le démon et tout, et puis là, genre, ok, faut que tu donnes une action, une vérité, et puis les gens, ils sont là, genre, est-ce que c'est toi qui as mangé ma crème? genre, t'as mangé ma glace? À vous! Ouais, ça, c'est un action vérité d'enfant de 4 ans, là. Mais je veux dire, non, mais parce que, objectivement, il y a un truc drôle à faire avec le fait que, genre, en soi, enfin, tu as, genre, je sais pas pour toi, hein, mais quand moi je jouais à Action Vérité avec mes potes, on faisait pas genre, hihi, va mettre la meuf en feu! Non. Genre on faisait non, il y a moyen encore heureux qu'avec mes potes on peut pas émoler des gens dans la rue qu'on connaît pas, même des gens qu'on connaît, hein. Mais non, mais tu vois aussi les questions là qu'il y a dans le film. Oui. De avoue que tu l'aimes bien, ou va lui faire un bisou, enfin tu vois, bon là c'est plus qu'un bisou, mais ce genre de truc, enfin je veux dire, moi j'ai déjà joué à des actions vérités comme ça. Oui, mais ça c'est normal à la limite, mais du coup genre quand mais oui, c'est pas casse-lui la main quoi. Mais mange une cuillère de moutarde. Voilà, des trucs comme ça, je pense qu'encore une fois le film d'horreur où c'est juste genre bois une bouteille d'alcool, bon peut-être pas la bouteille mais bois un sale verre qu'on t'a préparé. Voilà. Enfin ça se traduit en bois fini à bouteille de vodka. Mais en plus c'est même pas la bonne petite, enfin il y a bonne petite. Non, mais tu sais, il y a plusieurs types de vodka et elles ont toutes un goût de parfum, et il y en a une qui a un goût de parfum plus un petit truc parce qu'en fait elle a une herbe dedans et c'est plus buvable. Il faut toujours mettre du jus de pomme, personnellement pas du jus d'orange, mais voilà. Mais c'est mieux. Ok. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas bu. Hein, mais... Ok, je me souviendrai de ça la prochaine fois que tu buvras pas de vodka. Voilà. C'est ça. Pour Halloween, je te ramènerai pas, mais parce que je bois plus de vodka. C'est bien, c'est mieux, c'est dégueulasse. Je suis d'accord. Comme le film. Exactement. Je pense pas du tout que c'était intentionnel de la part des scénaristes, mais pour moi, il y a quelque chose à dire sur le fait que ce personnage est symbolique du rôle d'un scénariste dans un film. Il fait que pousser l'action en avant. Au lieu d'avoir un truc qui pousse les personnages à faire ça, genre au sein de l'histoire, genre au niveau de leurs émotions, tout ça, c'est le démon qui va leur faire ok, maintenant Lucas va dire tes sentiments, maintenant Brad va faire voilà. En gros, c'est toujours genre, il a vraiment la force du scénariste de demander à ses personnages de choisir ce qu'ils doivent faire. Bah, c'est-à-dire que au lieu que ça soit juste un élément déclencheur de l'intrigue qui fait tomber tous les dominos parce qu'il y a tous les points de tension, parce que les points de tension sont tous là. En fait, là, c'est comme si les dominos avaient besoin d'être poussés quand même un à un. Ils sont tous bien mis, ils sont tous alignés, mais il faut quand même le petit pouce derrière. Voilà, et du coup je trouve que c'est un peu de la facilité scénaristique, et c'est le rôle d'un scénariste. Enfin, les personnages ils sont fictifs, ils existent que selon ce que le scénariste décide. Les personnages, s'ils refusent de se plier à la volonté du scénariste, ils crèvent. Et du coup c'est le cas là, genre c'est vraiment, ils représentent le rôle du scénariste dans une vie, et c'est un peu un démon pour les personnages. Et on peut voir une lecture plus profonde entre le rôle d'un scénariste et d'un personnage, où du coup dans le scénariste c'est un peu genre un démon qui contrôle toutes les actions d'un personnage, et genre si les personnages étaient réels ce serait ça, mais qui donne des actions vérités, qui donne des actions vérités, où il doit avouer ses sentiments, ou pas parler, il te force à parler ou à faire des choses. Et là je pense qu'il y a un truc intéressant, encore une fois, alors que c'est pas le propos du film, c'est pas intentionnel je pense, mais c'est un peu une lecture qu'on peut avoir. Donc, on en a fini avec le développement pour cette version sans spoil. Dans la version complète, on développe plus les points abordés ici, et on parle aussi du folklore, ce qu'on appelle le catholicisme mexicain, avec le fameux filtre jaune de l'exotisme, et on finit sur l'écriture raciste des personnages racisés. Maintenant qu'on a un peu fini de délibérer, de décrypter le film... On va maintenant donner nos notes. Comme c'est le premier épisode, on va vous expliquer un petit peu plus en détail notre système de notation, qu'on reproduira pour tous les prochains épisodes. Donc on a 2 notes, une note d'à quel point on a apprécié regarder le film, pas si c'est un bon film ou quoi, mais si on passe un bon moment devant,
et une note d'à quel point on trouve que le film ou la série est problématique. Plus la note est haute, plus c'est problématique, hein, voilà. Du coup, donc c'est un peu compliqué. La note d'enjoyability, c'est une note positive, alors que la note problématique, c'est une note négative, dans le sens où si on met par exemple 3,5 à la note problématique, en réalité c'est moins 3,5. Ensuite, on fait une moyenne de nos deux notes d'enjoyabilité, une moyenne de nos deux notes problématiques, et on soustrait la moyenne problématique de la moyenne enjoyabilité. Voilà. Et ça nous donnera une note sur 10, parce que nos notes sont sur 5 séparément. Et voilà, donc sans plus attendre, passons à nos notes. Voilà, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous comprendrez avec nos notes. Du coup, toi, au quota problématique, tu mets quoi déjà ? Moi, j'ai beaucoup réfléchi. Ouais. Déjà, on est au moins à 2,5 sur 5. Ouais. Parce que même si c'est pas intentionnel, c'est quand même là. Il y a quand même beaucoup de choses. Ouais. Et moi, je dirais que je mettrais 2,75 parce que le film, il repose vraiment sur le catholicisme mexicain. Ouais. Et ça, on en a marre, en fait. Je suis d'accord. Toi, pour toi, tu mettrais combien ? Mais je mettrais un peu dans la même mentalité, je pense que je mettrais 2,5 sur 5. Juste parce que je pense que le côté pas intentionnel, il y a quand même... Ça les pardonne un tout petit peu, même si, comme j'ai dit avant, je pense que continuer passivement de faire quelque chose de mal, c'est quand même continuer un peu activement. Pour moi, il faut relativiser en partie et pas donner une note trop haute. Après, je pense que 2,75 c'est une note parfaitement raisonnable, mais je préfère les moitiés. Mais donc, nos notes là sont peut-être un peu hautes par rapport à ce qui arrive, parce qu'on vous promet mais du lourd, vous n'avez pas idée. Ouh. Et mais ouais, non, moi je pense, moi je reste sur mon 2,75. Ok. Et donc pour le divertissement, tu dirais quoi ? Ben, je mettrais 2,5 aussi, parce que, bon, j'avais vu pire comme film, et en même temps, il y a des moments où j'ai rigolé, parce que c'était quand même un peu absurde, mais il y a beaucoup de moments où j'étais juste gênée, et ça, c'est vraiment un crime. Voilà. Et genre, il n'y a pas assez de moments où tu rigoles parce que c'est mauvais. Genre, c'est très... Quand tu fais un film qui est pas terrible, il faut au moins le faire rendre drôle. Je suis d'accord. Et du coup, sauf que le film est pas hyper mauvais non plus, du coup, genre, lui mettre une note en dessous de la moyenne, c'est peut-être un peu méchant, mais du coup, je vais lui mettre un bon 2,5 aussi. Mais on peut faire mieux, quoi. Alors, moi je mettrais à peine en dessous de la moyenne, 2,4, si tu le vois tout seul, et à ton premier visionnage aussi, parce que la note elle baisse après, parce que t'as plus la surprise. Si tu le vois tout seul, parce qu'en fait je trouve que dans le film, ça va trop vite. En fait je sais pas si c'est un problème de rythme, c'est pas un problème parce que c'est la volonté du truc, mais tout s'enchaîne. Et donc parfois en fait tout s'enchaîne trop et tu t'ennuies. Le film te laisse pas le temps de respirer pour comprendre ce qui se passe et donc pour t'ennuyer sur des moments importants et avoir ton attention qui remonte. Donc en fait tu t'ennuies parfois à des moments qui pourraient être drôles. Ouais. Parce que en fait tu vas pas regarder ce film avec 1h40, il maintient pas assez ton attention. Et donc en fait je mettrais 2,4 tout seul. Par contre si t'es avec des amis, là ton attention elle est plus, tes amis, ils sont drôles, j'espère, pour toi. Enfin, en tous les cas, nous, on a beaucoup rigolé en préparant cet épisode. Donc, je pense qu'on rigolerait beaucoup en le voyant. Et là, je passe à 3,5. Ok. Sur 5. Ok. Avec tes amis, pas forcément avec de l'alcool, hein, même, hein, juste une bonne compagnie. Et je pense que là, tu rigoles beaucoup. En fin de soirée, une petite séance ciné. C'est ça, on le regardera pas pour Halloween. Non, ça me... On a déjà regardé un film très nul une fois pour Halloween, où on a beaucoup rigolé comme ça. C'était pas moi. T'étais pas là ? J'étais pas là. C'était le film d'horreur où les gens sont dans l'ascenseur. Il y a 5 personnes dans un ascenseur. C'est Devil. Oui, c'est vrai. Ok, et si vous cherchez un film nul, mais je vous promets qu'il est nul, qu'il est prévisible et qu'on s'ennuie, je vous l'ai pas mal vendu, hein. Devil, on n'en parlera pas ici. On n'en parlera pas dans ce podcast. Mais parce que t'as pas envie de le revoir. Mais parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le pitch, c'est 5 personnes dans un ascenseur. Une personne possédée, voilà, qui tue les autres. On sait pas qui c'est. Suspense. Ok. Mais donc ça nous donne, en note totale, sur Action ou Vérité 2018, produit par les studios Blumhouse, 5,3 sur 10. Ah, c'est quasiment exactement la même note que sur IMDb du coup, non ? C'était 5,2 ? C'est ça. Ah bah nickel, hein. Nous IMDb en cohésion. Hein. Du coup, au final, on surnote un peu, visiblement. Oui, bon, le 2,3 ça passe encore.
Mais du coup, sur ce, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu, que vous ayez vu le film ou non, hein, parce que ça se trouve vous l'avez écouté avec aucune envie de voir le film, et bravo à vous, vous avez été sauvés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, on quitte le Mexique pour l'Angleterre et le milieu du football féminin avec Bend It Like Beckham de Gurinder Chadha. Gros bisous. Bisous bisous.